Vous êtes auteur de nombreux articles et ouvrages sur l'histoire et la géographie de la Bretagne. Vous êtes docteur en géographie, maître de conférences en patrimoine à l'Université de Bretagne Sud. Ne tiquez pas, c'est ce qui est sur la 4e de couverture chez votre éditeur. Vous êtes également, de 2000 à 2010, vous étiez le président des Fêtes maritimes de Douarnenez et vous êtes vice-président de la région Bretagne en charge de la culture et des pratiques culturelles depuis 2010. Alors, je fais le pitch. Les Bretons d'aujourd'hui se sentent et se disent bretons, avec fierté parfois, avec plaisir si souvent. C'est la question complexe des sentiments d'appartenance, de leurs origines, de leur développement, que vous, l'auteur, tentez ici d'aborder, et surtout vous tentez d'apporter une réponse à partir de l'exemple breton. Dans une première partie, puisqu'il y en a 3, vous racontez l'invention de la France et comment la France d'État est devenue patrie. Dans une deuxième partie, je le signale à l'attention des personnes qui peuvent nous rejoindre, vous développez comment nous, les Bretons, ont appris à se dire, puis à s'affirmer bretons. Identité bafouée, méprisée, etc. Et puis enfin, au XXIe siècle, siècle du mouvement, de la rencontre avec les autres cultures, des identités, des croisements, du métissage, etc. Et bien précisément, des identités composites se tissent, c'est la troisième partie, à savoir composition bretonne, c'est presque musical, et c'est le ton des identités plurielles, c'est la troisième partie du livre. Alors, on est très heureux de vous avoir, Jean-Michel Le Boulanger, parce que votre éditeur, les éditions Palantine, de mémoire, l'ouvrage est sorti fin 2013, et on est en pleine réédition. Il y a un retirage, donc gros succès pour ces 400 pages denses, concises, lyriques, très bien écrites. C'est littéraire, et justement, c'est pas une thèse, on y reviendra. Mais comment vous abordez bien ce succès? Est-ce que vous acceptez d'abord de dire, oui, finalement, c'est un ouvrage de niche? Oui, bien sûr, c'est un ouvrage de réflexion sur une question qui est une question essentielle et qui se pose partout sur la surface de la Terre aujourd'hui, la question des identités des territoires. Il suffit malheureusement de regarder tous les spasmes du monde et toutes les tragédies pour voir combien, bien souvent, à l'origine de ces drames, il y a une question d'identité. On se sent de quelque part et on se sent menacé par l'autre. La relation entre l'identité et l'altérité a depuis toujours été extrêmement complexe, mais elle est peut-être plus complexe encore aujourd'hui que jamais, parce que nous sommes justement dans un monde globalisé, dans un monde du mouvement, dans un monde où par les écrans, tous les autres arrivent chez nous, en quelque sorte. On a des images du monde en permanence chez nous, et ça vient bousculer notre relation à notre terre, à la terre. Et moi, j'ai fait ce livre, ce travail, qui est effectivement un peu un gros boulot, mais c'est pour bien dire qu'au XXIe siècle, on n'est pas uniquement d'une identité, d'une seule. Il y a des, comme chez l'oignon, il y a différentes couches et on va l'aborder. C'est intéressant à vous écouter sur l'altérité et l'identité parce que l'actualité bruisse d'un certain Zemmour, l'homme qu'il faut aimer, détester aujourd'hui. Je vous en parle volontiers parce qu'avec le directeur de cet établissement, M. Sirjac, François-Régis Sirjac, on se posait la question de savoir l'accueillir sous quelle forme, etc. D'un côté, il y a un homme crispé, qui d'ailleurs l'accepte, hein, avec la vanité et le narcissisme qui le caractérise, on peut l'affirmer de tous les titres. Et de votre côté, il y a au contraire cette volonté, vous le dites bien, une identité déjà plurielle. Oui, je crois, et c'est bien de parler d'Éric Zemmour. Je suis horrifié quand je l'entends bien souvent sur ces questions-là, parce que les discours qu'il tient, je les lis à la fin du 19e et au début du 20e, et je sais où ça nous a mené. Ça nous a mené à Verdun, il y a un siècle, pour faire vite. Et puis ça nous a d'une certaine manière aussi mené à Auschwitz. Alors je ne veux pas faire de généralisation hâtive, mais quand on érige des barrières autour de sa propre identité unique, dans un monde totalement ouvert comme aujourd'hui, je trouve que l'on prend des risques assez insensés. Et face à cette lecture, qui est une lecture terriblement clivée du monde, j'espère, avec des grands noms, et à ma petite échelle, derrière des grands noms comme Jean-Marie Gustave Leclésio, comme Mona Ozouf en Bretagne, oui, j'espère participer à une petite musique de ces identités composites qui font que l'autre n'est pas un ennemi en soi, que la diversité n'est pas un risque, que la diversité est une richesse et que l'altérité aussi est une richesse.
Merci d'avoir signalé, d'autant plus que c'est les mêmes hommes, tels que Zemmour qui livrait la chronique, qui de toute façon passent leurs vacances aussi à l'étranger. Mais voilà, c'est très bien d'aller dans le Maghreb, comme beaucoup de Français, mais il ne faut pas les avoir chez nous, quoi. Oui, et puis ce qui m'impressionne toujours, c'est de l'entendre. Il est très brillant, parce que il est brillant. Il est très très brillant et à l'oral extrêmement brillant. Je le lisais sur ces Algériens d'origine qui sont français depuis 2 ou 3 générations, qui portent en eux, comme les Bretons portent en eux une singularité. Et Éric Zemmour de dire de manière extrêmement rapide et extrêmement clivée, vous ne pouvez pas à la fois être français et algérien, il vous faut choisir. Et ça c'est terrible parce que je pense à beaucoup de gens qui sont dans cette France, qui ont fait cette France, qui sont d'origine algérienne, qui portent une part de l'Algérie en eux, ils ont le droit de la porter. Et en Bretagne, on le sait, c'est-à-dire qu'on est français. Moi, je me sens fondamentalement français. Et voilà, être breton et français. Mais bien évidemment, je suis français, fondamentalement français. J'écris en langue française, et puis l'histoire de la France, les grands référents de la France me parlent. La résistance, ça me parle, c'est l'aventure de la France. Jaurès, dont on fête le siècle de la disparition, ça me parle. Condorcet, ça me parle. De Gaulle, ça me parle. Enfin, je me sens profondément de culture française. Mais je suis tout aussi breton. C'est-à-dire que je n'accepte pas que ma part française annule ma part bretonne. Et puis, je me sens tout à fait européen. C'est-à-dire que j'ai l'impression que dans mes contemporains, chez mes contemporains, c'est assez naturel d'être de quelque part, de Rennes, d'être breton, d'être français, d'être européen, c'est assez naturel. Et je me méfie terriblement des gens qui viennent cliver les identités en nous-mêmes pour n'en retenir qu'une au détriment de toutes les autres. Je crois qu'être de plusieurs identités à la fois, c'est une richesse. Eh bien, merci déjà de cet éclaircissement. Alors, pour revenir maintenant sur la démarche d'être breton, donc aux éditions Palantine, on l'a pu le lire et vous allez me donner votre sentiment si vous recevez bien, c'est avec pertinence ou pas ce que j'ai pu lire d'ailleurs, comment vous inscrivez dans la continuité d'un régionalisme éclairé. Vous êtes placé, vous placez sous l'ombre d'Anatole Lebras, souvent cité, la continuité d'un régionalisme éclairé, justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, de ces identités multiples qui se tissent, telle une jolie pièce de brocart. Oui, bien sûr, moi je me sens de cette lignée-là, et récemment, pour ne parler que de breton, c'est Mona Ozouf, mais on pourrait prolonger le propos et aller chercher des références dans d'autres régions, un Aimé Césaire, un Édouard Glissant par exemple, pour aller dans les Antilles, ça me parle tout autant. C'est-à-dire que c'est ce combat qui dit que l'on peut avoir des racines et être totalement ouvert au monde et aux autres. Il n'y a pas antinomie entre la racine et l'ouverture. La racine n'est pas de facto une fermeture. On peut être très enraciné et très bien dans son territoire et être tout à fait ouvert aux autres et ouvert aux contemporains. La racine n'est pas uniquement le passé, c'est-à-dire que de la racine naissent et se développent les arbres et le futur se construit à partir justement de ces racines-là. Alors c'est bien de le dire parce que effectivement Jean-Yves Le Drian, que l'on ne présente plus ici, sur la région et aujourd'hui donc aux affaires, au ministère de la Défense, préface votre ouvrage. Et voilà ce qu'il dit: pour moi la Bretagne est mon creuset, c'est l'humus. Je réfléchissais déjà lorsque vous évoquiez les racines, c'est l'humus de mon devenir. Alors est-ce que c'est à comprendre que tout commence et tout se développera à partir de là? Il évoque l'innovation, il n'est pas passéiste. Certains n'ont pas l'air de le comprendre. J'ai notamment lu un chroniqueur et critique qui disait: est-ce que la Bretagne peut se limiter à un élixir de bonne santé physique et mentale? Est-ce qu'il y a un malentendu là? Oui, je crois qu'il y a un malentendu en France et qu'il y a un problème assez spécifiquement français. Je crois que la France, qui s'est vécue, et d'ailleurs Alain Finkielkraut signe relativement récemment un bouquin qui s'appelle L'identité malheureuse, et le titre est significatif, l'identité malheureuse, pour illustrer l'aventure de l'identité nationale, de l'identité française. Je crois que la France s'est vécue comme un empire, la France s'est vécue comme un phare de l'humanité, la langue française était la langue des Lumières, c'est la Révolution française, c'est les droits de l'homme, etc., etc. Et j'ai l'impression que l'identité nationale, l'identité française, souffre depuis une trentaine, une quarantaine d'années de
de la fin des colonies, de la fin de l'Empire, de la fin du règne de la langue française, de la fin des grands hommes, De Gaulle, Mitterrand, Sartre, Camus, etc. etc. Bon, il y a une espèce de finitude là, et la France a du mal à se resituer comme puissance moyenne. C'est l'impression que je ressens. Et du coup, ça joue sur ce que l'on appelle le creuset de l'identité nationale. Il y a une période d'incertitude et une période de méfiance à deux niveaux, par rapport à l'Europe et à l'espace supranational, et par rapport aux régions, et à certaines régions qui ont une forte identité, et donc aux espaces infranationaux. J'ai l'impression que l'identité nationale aujourd'hui est en difficulté par rapport à ces deux niveaux-là. Et il y a parfois une incompréhension par rapport à la Bretagne. Moi, je le vois très bien dans mes discussions avec les ministères dans le cadre de mes fonctions à la région. Quand on parle de décentralisation, c'est très vite une idée de communautarisme, de repli sur le passé, etc. Ça arrive vite dans les discussions. Ça me sidère toujours. C'est-à-dire on peut totalement, comme je le disais tout à l'heure, être enraciné et être ouvert. Et je ne me sens pas ni plus ni moins républicain que ceux à qui je fais face. Je me sens totalement intégré dans l'espace républicain, par volonté, par passion, etc., etc. Mais il n'empêche que l'image de la Bretagne est souvent une image un peu passéiste, et de s'affirmer breton, c'est de fait s'affirmer replié sur un passé. Bon. Alors justement, vous évoquez comment la France avait du mal à faire le deuil peut-être d'une grande époque qui passait par l'expansionnisme, les colonies, un impérialisme. Alors vous évoquez 500 ans de nationalisation, vous ne choisissez pas le terme de colonisation. Et en même temps, on voit bien comment effectivement pour vous, on ne peut pas forcément évoquer la colonisation, mais plutôt la nationalisation. C'est toute la différence entre une politique expansionniste et ce qui ne l'est pas justement au regard de cette bretonitude qui n'a jamais voulu effectivement conquérir d'autres terres. Bien sûr, bien évidemment, et ce serait totalement présomptueux et ridicule de dire ça de la Bretagne. Pour le reste, pour ce terme de nationalisation, moi je le reprends à d'autres avant moi pour développer ce qui s'est passé au XIXe siècle, quand en France on est de sa proximité, on est de son village, on est à l'époque de la marche à pied, et tout au long du siècle, progressivement, il va y avoir une nationalisation des esprits, une sorte d'invention des Français, c'est-à-dire qu'on va être de la Boixière ou de Luznac, ou où vous voulez en France. C'est le référent identitaire au début du 19e parce qu'on marche à pied, qu'il n'y a pas de représentation de cartes, parce qu'il n'y a pas encore de journaux démocratisés, parce que l'enseignement ne s'est pas encore véritablement démocratisé, etc. Donc on est de ce quelque part-là. On est enraciné dans ce quelque part. Et pendant un siècle, à partir de la Révolution jusqu'en gros à la guerre 14-18, il va y avoir tout un appareil d'État qui va inventer les Français, avec l'école, une langue unique, avec des symboles, avec la République qui va arriver au village, avec la mairie, et ensuite l'élection du maire, avec le drapeau, avec l'hymne, avec le train qui va amener le brassage, avec le service militaire à la fin du siècle qui va se démocratiser considérablement. Bref, tout un siècle où on n'est plus seulement de la Boixière, on sait qu'on est français de manière intime, c'est-à-dire qu'avant on le savait de manière abstraite, la France, ça existe, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et à la fin du siècle, on le sait de manière extrêmement intime. On est devenu français. C'est l'idée de patrie. C'est l'idée de nationalisation des Français, d'une certaine manière, les intégrer à la nation. C'est l'idée d'invention de la France. Et plus on va construire la France dans des régions à forte spécificité, plus des esprits vont s'élever pour dire « oui, mais attention, ici, il y a des différences ». Et c'est ainsi qu'un discours, de manière dialectique, va se construire sur la singularité bretonne, tout au long du 19e siècle également. Radicaux, le français tellement décrié, puisque ça a été effectivement imposé aux Bretons, vous y voyez au contraire un ciment, un trait d'union dans une région où il y avait d'un côté le gallo, la tradition gallo, et ceux qui parlaient vraiment un breton. Moi je suis originaire de Saint-Brieuc, donc nous on a connu que le gallo, et des patois d'ailleurs qui changeaient de village en village. Vous voyez au contraire dans le français, et bien finalement c'est même peut-être ce qui a pu renforcer enfin l'adhésion, l'appartenance et l'unification à la terre bretonne par différents types de bretons. C'est un vrai paradoxe. Et c'est ça passionnant. Et c'est un vrai paradoxe, mais je crois qu'effectivement, le fait qu'il y ait une langue unique à la fin du 19e siècle en Bretagne, dans l'ensemble des milieux, le français était déjà parlé dans tous les milieux urbains et chez les élites, on va dire, mais la langue populaire
était évidemment la langue bretonne d'un côté, la langue galaise de l'autre. Et il se trouve que l'apprentissage du français va construire une langue unique qui va aussi unifier les Bretons, parce que jusqu'alors la césure était extrêmement forte entre la Haute-Bretagne et la vraie Bretagne, la Basse-Bretagne, la vraie Bretagne, tel que c'était dit par un certain nombre d'érudits tout au long du 19e. La vraie Bretagne, parce que la vraie Bretagne parle breton, évidemment, et que la Haute-Bretagne, parlant un patois, comme on le disait au 19e, et qui était souvent qualifié d'ailleurs de mauvais français, était déjà une espèce de marche entre la vraie Bretagne et la France. Cela dit, les Brestois qui sont mes amis, j'ai fait mes études, se considèrent toujours comme des vrais Bretons par rapport aux méchants Rennais qui ne sont pas Bretons. Alors c'est très compliqué parce que les identités, c'est pour ça que ce sont faux. Moi je me méfie terriblement quand j'entends des Zemmour et d'autres aborder ces questions avec une grande facilité qui confine parfois à la caricature. C'est extrêmement complexe, les questions identitaires. D'abord, on n'est pas que d'un territoire. Hein. On est homme, femme, on est grand, petit, on est malade, de ses lectures, santé, de sa culture familiale, plein de choses, et donc il n'y a pas que la relation au territoire. C'est un élément constitutif extrêmement important, mais c'est pas le seul. Bon bref, et puis en plus c'est un processus, c'est-à-dire que les constructions d'identité individuelles ou collectives, ça bouge dans le temps. Hein. Sommes-nous les mêmes à 40 ans qu'à 20 Voilà, bon, là, voilà. Bon, on ne va pas engager cette discussion-là, mais c'est pour dire que c'est complexe, évolutif, et il faut aborder ces questions avec vraiment modestie. Et du coup, j'allais dire, et du coup j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, parce que vous parliez des Brestois, c'est encore plus compliqué. Les Brestois se disent bretons, mais ils se disent d'abord Brestois. Et Finistère Nord, et Finistère Sud. Et après, vous rentrez dans les détails, le Finistère Nord, le Finistère Sud, etc. Et puis si vous allez dans le Finistère Sud, n'allez pas dire à un Bigoudin et à un Douarneniste qu'ils font partie du même ensemble. Ce sont deux ensembles bien clairement séparés. Donc tout ça est complexe, à des niveaux différents qui s'emboîtent comme des espèces de poupées gigognes, et il ne faut pas avoir peur de cette complexité-là. Mais cela dit, c'est intéressant pour les personnes qui voudront découvrir être breton. La question de cette identité, il y a eu tout un essor. Vous citez les peintres coraux, vous citez un premier musicien qui déjà, bien avant Alan Stivell, jusqu'à ce revival des années 70, a beaucoup œuvré pour faire découvrir un patrimoine musical et donc une région. On a quand même l'impression que cette attraction, il y a toujours un mouvement attraction-répulsion des autres par rapport à la Bretagne, et puis il y a une articulation au 19e. Le romantisme, vous citez Baudelaire, notamment, qui n'est pas un romantique, mais bon, vous citez beaucoup de références picturales, livresques. Au 19e, beaucoup de choses se construisent. Est-ce qu'il y a comme ça tout un imaginaire qui se met aussi en branle? Oui, le 19e est un siècle extrêmement important parce que c'est le début du mouvement et donc le début de la découverte des différents territoires. Alors, je ne dis pas qu'avant ça ne bougeait pas, les marins ont toujours bougé, les élites ont toujours bougé, mais à partir du 19e siècle, il y a un mouvement beaucoup plus ample qui permet de partir à la découverte de territoires de singularité. C'est la naissance de la France, véritablement. Les peintres vont venir découvrir des territoires de haute singularité et ils vont arriver en Bretagne parce que il y a du pittoresque. Oui, comme on le dit à l'époque, il y a du pittoresque, c'est-à-dire que l'endroit où le ciel se couche, alors qu'il y a des chaos de granit, etc. Ils vont tous venir. Alors on a retenu l'école de Pont-Aven, mais tous les autres sont venus, bien sûr. Pour la lumière. Et puis pour les lumières, le couchant, les relations entre la mer, le ciel, les nuages, etc. Ils vont tous venir. Et il en est de même chez les écrivains. Victor Hugo est venu, Mérimée est venu, Balzac est venu, tout le monde est venu. Tout le monde est venu à la découverte de territoires de singularité. C'est-à-dire qu'on va quitter Paris et les abords de Paris, on va quitter Fontainebleau, on va arriver en montagne, et on invente d'une certaine manière la montagne, et on va arriver sur les côtes, en Normandie et puis en Bretagne. Et derrière ces découvreurs, ces artistes, c'est la naissance du tourisme, tout simplement. Le train va arriver à partir des années 1850, et derrière le train, il y a le tourisme. Et les touristes vont venir vérifier les images des peintres qu'ils ont vues dans quelques salons, et ensuite il y a les cartes postales qui vont immortaliser ces lieux que les peintres ont vus, etc., etc. Et on va construire des séries d'images qui parfois confinent un peu aux stéréotypes, mais enfin, qui vont nourrir le développement. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé, et c'est le développement du tourisme. Le tourisme est toujours basé de toute manière sur des éléments qui ne sont pas délocalisables, par définition. Et les éléments qui ne sont pas délocalisables, c'est l'histoire, donc le patrimoine, et c'est la géographie, donc les sites. Et avec les monuments et les sites, vous avez la naissance du tourisme, et vous avez la découverte des peintres et des écrivains
au 19e. Et puis donc il y a ce musicien en 1840 qui donc va beaucoup œuvrer pour rendre très populaire alors un certain patrimoine musical. Qui est cet homme? Alors vous voulez peut-être parler de Magdalene Arndal, qui était un musicien aveugle et qui était un sonneur déjà à l'époque. Et là on rejoint l'image un peu pittoresque, c'est-à-dire que un sonneur d'un instrument en forme de poche à air, un biniou aujourd'hui. Peu connu encore à l'époque. Bien sûr. Ça, voilà. Et cette singularité-là, c'est la même chose que pour le costume, c'est-à-dire que les découvreurs dont je parlais tout à l'heure vont venir pour les sites dont on parlait, mais aussi pour le costume, de grande singularité, pour une langue. On ne peut parler qu'avec un bâillon dans la bouche, disait Prosper Mérimée, et pour une espèce d'air un peu particulier quoi, dans cette Basse-Bretagne. Et un sonneur, c'est aussi une image pittoresque. Jusqu'à ce revival que je citais à travers Alan Sivol, et puis pas plus tard qu'il y a encore 2-3 ans, on a vu comment Nolwenn Leroy avait repris aussi tout un patrimoine de chansons populaires, avec un succès d'ailleurs assez gigantesque. Alors en conclusion à cette façon bien sûr, de tracer bien sûr la route dans ces 400 pages, vraiment où souffle un vrai vent, je trouve, d'inspiration, vraiment bravo. On peut dire que vous essayez vraiment sur ces questions identitaires, qui suis-je, sur quel territoire, et au fil du temps, vous essayez de proposer donc une voie qui est plus basée, je trouve, sur une identité vécue, acceptée, maintenant reconnue, il faut bien le reconnaître, justement, pardonnez-moi le pléonasme, mais une force tranquille. Oui, je crois, j'ai l'impression qu'en Bretagne, on peut aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 50 ans, ce n'était pas le cas il y a un siècle, on peut aujourd'hui se dire de quelque part, de Bretagne, de France et d'Europe, de manière relativement apaisée. Alors vous allez toujours trouver, les corps sociaux sont toujours très complexes quand il y a 3 500 000 habitants, tout le monde ne partage pas cet unanimisme. Vous allez trouver des gens qui vont se dire breton avant toute chose et quasiment définitivement breton d'abord, français après, voire exclusivement, mais vous allez en trouver d'autres qui vont dire je ne suis que français, etc. Mais j'ai l'impression qu'en Bretagne, on a une petite musique, cette petite musique des identités composites, qui est assez équilibrée aujourd'hui. D'où le point d'interrogation d'ailleurs. Ouais, alors parce que je veux, le point d'interrogation, il symbolise le fait qu'il faut toujours se méfier des points d'exclamation derrière les identités. Moi j'ai eu l'occasion de participer, ce bouquin est né parce que j'ai participé il y a quelques années au nom de l'université à un débat qui avait été initié par le président de la République à l'époque sur la question de l'identité nationale. Vous vous rappelez du grand débat national. Qu'est-ce que c'est être français? Et donc je me suis retrouvé à des réunions qui étaient organisées par les préfectures sur l'identité nationale. Et je ne m'y étais pas retrouvé parce que l'identité nationale, elle était close sur elle-même. Elle était exclusive de tout autre sentiment d'appartenance. Et c'était une identité nationale, un être français avec un point d'exclamation, ou un point final, d'une certaine manière. Or, je trouve qu'au XXIe siècle, c'est très dangereux, parce que plus que jamais, on bouge et on rencontre les autres. Et donc, je préfère mettre un petit point d'interrogation pour ouvrir le champ de la réflexion. On peut être breton de manière très multiple aujourd'hui, et à vrai dire, je crois que c'est tant mieux, parce que les crispations identitaires, on sait où elles nous ont menés, et on voit sur la surface de la planète où elles mènent tant de peuples aujourd'hui. Et bien voilà, ça clôt effectivement avec ce que vous disiez en ouverture, Jean-Michel Le Boulanger, et puisque vous l'avez cité, Mona Ouzouf, voilà, l'identité, pour l'interrogation, elle est multiple, comme les couches d'un oignon. Eh bien, merci à vous, Jean-Michel Le Boulanger, Être breton aux éditions Palantine. Je vous laisse maintenant, eh bien, avec votre public qui peut vous rejoindre ici au premier étage pour continuer la discussion et bien sûr dédicacer. Merci à vous. Merci à vous.